Alors, un rapide rappel des principes coopératifs pour le modèle SIC, à savoir que le principe de la SIC, c'est un multisociétariat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sociétaire ici majoritairement en tant que client, usager ou soutien. Vous avez également les producteurs, les prestataires, les salariés, les porteurs du projet, ceux qui ont monté les associations de préfiguration des coopératives ENERCOP ou qui ont contribué à des grosses étapes de l'évolution des coopératives, mais également les partenaires et soutiens, mais aussi les collectivités locales et leurs groupements, d'où le nom d'intérêt collectif de nos coopératives, leur caractère d'intérêt collectif. Il y a également au sein d'ENERCOP national, et on en reparlera, un collège ENERCOP local qui permet aux coopératives régionales de gouverner au sein du CA de la coopérative mère ENERCOP nationale. Un des grands principes coopératifs pour les SIC, c'est une personne égale une voix. Donc, indépendamment du nombre de parts que vous avez dans la coopérative, on a tous le même poids dans les prises de décision. Vous avez une pondération entre chaque collègue qui est instaurée pour garantir un équilibre entre toutes les parties prenantes. Également, vous avez un des grands principes qui est le réinvestissement des bénéfices dans le projet. Donc à la fois dans le développement des coopératives, mais aussi dans le développement de nouveaux outils de production et des services qu'on peut proposer sur les territoires où ENERCOP se trouve. Donc chaque année, vous avez aujourd'hui les sociétaires en assemblée générale qui valident le réinvestissement de 100% des bénéfices des coopératives ENERCOP. Mais il faut savoir que statutairement, à minima, il faut investir à minima 57,7% des bénéfices quand on est une SIC. Donc on va encore plus loin sur ce point-là. Et enfin, on est un réseau, mais avec un mode de prise de décision qui se veut de plus en plus décentralisé. C'est-à-dire que vous aviez une ENERCOP nationale qui a essaimé ses coopératives locales. Chaque coopérative locale a ses propres sociétariats, son propre capital, son propre conseil d'administration. Et donc cette gouvernance s'organise de manière à ce que toutes ces parties prenantes soient représentées à la fois au niveau des ENERCOP nationales et au niveau des ENERCOP locales, et qui est une complémentarité, mais aussi du dialogue au sein de ce réseau. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce modèle de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, il est issu de plusieurs années de travail, à la fois dans le monde politique, de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation populaire. Il est né d'un travail qui a duré de 1997 à 2001. La loi du 17 juillet 2001 reconnaît le modèle de société coopérative d'intérêt collectif en modifiant la loi de 1947 qui portait, elle, sur le statut de la coopération. L'objet des SIC, c'est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. C'est très fort et ça vous montre à quel point c'est important pour nous d'avoir choisi ce statut. Également, en juillet 2014, il y a eu une loi aussi très importante qui est la loi Hamon, la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui est une vraie reconnaissance politique du monde de l'économie sociale et solidaire, mais également de l'évolution des SIC, parce que ça a permis de structurer aussi ce modèle et son encadrement. Vous avez le capital social d'une SIC, par exemple, qui, jusqu'en 2014, ne pouvait être détenu par les collectivités locales qu'à 20%. À partir de 2014, c'est 50%. Donc on devient vraiment des outils de développement territorial à disposition des collectivités et de leurs habitants. C'est vraiment un tournant, ce passage de 20 à 50%. Et aujourd'hui, le petit challenge depuis 2014 pour nous, c'est qu'il y a une vraie aussi prise de conscience de l'importance de ce modèle coopératif aux yeux des collectivités locales pour qu'elles s'en emparent. On pourra en reparler aussi si vous le souhaitez. Et enfin, vous avez de nouveaux modes de financement pour les SCOP, sociétés coopératives de production, et les SIC. Et donc, ça permet aussi de renforcer ces modèles-là et de leur permettre d'enrichir en fait les manières dont elles peuvent se financer. À savoir ensuite qu'il y a 974 SIC en France, et ENERCOP est la plus importante SIC de France en nombre de sociétaires. Enfin, pourquoi choisir un modèle de SIC dans le secteur de l'énergie, à savoir, on en reparlera, mais que ENERCOP est aussi, et ses coopératives locales sont des entreprises agréées, entreprises solidaires d'utilité sociale par l'État. Donc, il y a vraiment cette double valeur et cette double valorisation de l'intérêt collectif de nos projets. Pourquoi ce modèle? Lorsque ENERCOP a été créé il y a 15 ans, l'idée c'était de proposer un service citoyen qui soit aux mains des habitants et des collectivités locales. C'était à l'heure de la privatisation du marché de l'électricité, du marché de la fourniture d'électricité partout en Europe et donc notamment en France.
En France, on a eu EDF qui avait vraiment un monopole de services publics jusqu'en 2005. Et donc, l'idée pour des acteurs comme Greenpeace, la NEF, Biocop ou encore les Amis de la Terre, c'était de proposer une alternative en fait à ce service public qui disparaissait en proposant un service citoyen, un service coopératif et pour continuer à être garant d'une forme d'intérêt collectif et considérant que l'énergie était un bien commun. Et au passage, ça permettait aussi, sur un marché qui se libéralisait, de proposer une alternative 100% renouvelable avec un statut de l'économie sociale et solidaire. Ce qui permet aussi de protéger notre activité des dérives libérales qui sont vraiment monnaie courante sur le marché de l'énergie et éviter d'être racheté notamment par un grand groupe industriel. Et pourtant, là aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont à l'origine des acteurs pourtant plutôt pas vertueux, je n'irai pas jusque-là, mais qui ont quand même des valeurs, notamment sur la transition énergétique, qui pour autant se font racheter par des gros acteurs du milieu de l'énergie. Enfin, placer l'intérêt général et l'humain avant le profit, ça va de soi après tout ce qu'on vient déjà de voir. L'idée, une fois de plus, c'est de protéger notre projet, en fait, d'éviter de le mettre au service d'intérêts individuels et particuliers, et vraiment de servir l'ensemble des intérêts de toutes les parties prenantes du projet. Ensuite, encourager un modèle énergétique plus démocratique et centralisé. Le modèle coopératif permet à la fois la consultation, la co-construction et la participation des parties prenantes dans l'évolution du projet. Et enfin, c'est le collectif qui décide et pas les actionnaires majoritaires, parce que dans les coopératives Enercop, il n'y a pas d'actionnaires, il y a des sociétaires comme vous et moi qui participent aux prises de décision et qui n'avons pas d'intérêt financier à orienter le projet vers telle ou telle direction. Donc, on se protège une fois de plus de ces dérives-là, mais surtout, les bénéfices qui sont générés vont servir le projet et non pas aller dans les poches d'actionnaires externes. Le conseil d'administration de nos structures est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous et moi, on peut rentrer au conseil d'administration. N'importe quelle personne au sein de ce CA peut être élue par ce même CA comme président ou présidente. Par exemple, ici, chez Enercop Aquitaine, notre présidente est une cliente qui est devenue cliente, est devenue aussi sociétaire, s'est présentée au conseil d'administration et au sein de ce CA, une fois élue administratrice, a été élue via une méthode d'éducation populaire qui s'appelle l'élection sans candidat. Elle a été élue par le conseil d'administration comme présidente. Vous avez là un exemple concret de comment notre projet finalement a une gouvernance et un pilotage qui est accessible à toutes et tous. Ensuite, on peut revenir sur finalement la grande question de ce webinaire, quelle est la différence entre Enercop national et les coopératives locales. Donc déjà, historiquement, Enercop national a été créé pour faire face à une double problématique, à la fois environnementale et sociale, dans un contexte de dérèglement climatique, dans un pays nucléarisé qu'est la France, le plus nucléarisé du monde, et porté par des acteurs qui voulaient faire face à la fois à des problématiques de pollution, mais aussi des problématiques de sécurité et de santé liées à l'énergie fossile et fissile. Donc également un enjeu social, on est sur une problématique sociale, dans un contexte d'ouverture du marché, comment on protège la thématique énergie d'un accaparement par des actionnaires, comment on évite de la mettre au service d'intérêts uniquement financiers, et comment on met les citoyens et les collectivités, comment on les maintient autour de la table à cette heure de privatisation. Également, il y a une raréfaction des énergies fossiles, on ne vous apprend rien, il faut trouver des solutions. Évidemment, les énergies renouvelables, elles seules ne suffisent pas. Le projet Enercop s'inscrit dans le scénario que vous connaissez sûrement, qui est le scénario mégawatt. Là, l'idée chez Enercop, vous le verrez parmi les missions qu'on va vous présenter, ce n'est pas que de vendre de l'électricité d'origine renouvelable et de produire de l'énergie renouvelable. Il y a aussi tout un travail à la fois politique, démocratique, mais aussi d'aide à la réduction des consommations, à la maîtrise de la demande en énergie, et aussi un travail idéologique, philosophique, de penser en fait aujourd'hui notre rapport à l'énergie différemment. Mais c'est très lié aussi à la manière dont on pense notre mode de vie et la consommation aussi en règle générale, puisque l'énergie c'est le socle, c'est la base de notre mode de vie. Mais là, on irait beaucoup trop loin aujourd'hui, mais au plaisir de rediscuter. Enfin, une forte hausse des prix de l'énergie. Aujourd'hui, les tarifs réglementés d'EDF ne cessent d'augmenter.
Et l'objectif pour Enercop, c'est de travailler des prix qui soient représentatifs de son modèle, qui le rendent viable à long terme, qui lui évitent de se retrouver surendetté comme l'est l'opérateur historique, et qui lui permettent de mener son projet sereinement, donc en proposant un prix juste de l'énergie. À savoir qu'aujourd'hui, le tarif du nucléaire, le tarif de l'électricité nucléaire, il est biaisé, il est fictif, il est fixé par l'État, il n'est donc pas représentatif de ce que coûte vraiment aujourd'hui ce mode de production d'énergie à notre État et donc aussi aux contribuables. Ensuite, Enercop, petit rappel, donc, a été créé en 2005 par plusieurs acteurs. On vous en a mis plusieurs ici. Il faut imaginer qu'au début, tous ces gens-là se sont réunis. Il y a un petit stagiaire qui était chez Greenpeace, qui a aidé à monter le projet Enercop, qui aujourd'hui est directeur général adjoint d'Enercop, qui s'appelle Julien Noé. Il y a une histoire aussi humaine qui est vraiment forte et intéressante chez Enercop, parce qu'aujourd'hui, on est 200 salariés, on est 50 000 sociétaires. Donc en 15 ans, il y a vraiment eu un gros chemin parcouru à l'initiative de ces acteurs. Une des missions d'Enercop nationale, c'est d'essaimer. C'est vraiment en lien avec la thématique aujourd'hui de ce webinaire. C'est donc de bien vous faire comprendre qu'à la base, il y a ce fournisseur d'électricité né à Paris en 2005 qui couvrait l'ensemble du territoire français et qui petit à petit a essaimé son modèle en créant des coopératives locales. Pourquoi ? Pour rapprocher producteurs, consommateurs d'énergie dans une logique de circuit court, conserver un contact, mais aussi un contrat, on va dire, direct entre les sociétaires et puis les producteurs, les partenaires locaux. L'idée, c'était de créer en fait des entités qui soient à taille humaine, à taille régionale, à l'échelle des territoires, et qui puissent donc répondre aussi à des besoins locaux et s'adapter aux problématiques locales. Par ailleurs, ça permet aussi de favoriser le développement d'emplois locaux. Aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers, voire un peu plus, des salariés d'Enercop qui travaillent dans les régions, même si on a encore une bonne partie de certains services, notamment la facturation ou encore l'approvisionnement qui est piloté depuis Enercop National. Il y a une vraie logique de décentralisation dans beaucoup de métiers et de plus en plus. Donc, on est vraiment aussi dans cette logique de créer de l'emploi local et de décentraliser le modèle Enercop. Et donc, comme je le disais, l'idée, c'est, à travers des entités locales, d'impliquer plus facilement les citoyens, les collectivités, mais aussi les entreprises dans la transition énergétique pour mener un projet énergétique qui leur ressemble, qui prenne en compte les spécificités de leur territoire. Donc aujourd'hui, vous pouvez le voir sur la carte, vous avez des coopératives un petit peu partout. Il y a Enercop Aquitaine qui se pose la question de passer en Nouvelle-Aquitaine. Ce sera abordé en Assemblée Générale cette année pour les sociétaires de notre coopérative qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, vous avez des coopératives qui sont essaimées à partir des années 2010 jusqu'à maintenant. La dernière étant Enercop Pays de la Loire qui a vu le jour il y a 2 ans. Enfin, il faut savoir qu'Enercop National porte vraiment aujourd'hui le métier de fournisseur d'électricité. C'est lui qui a l'agrément et qui assure les métiers dits support de cette fourniture d'électricité. Aujourd'hui, tout ce qui va concerner le système d'information, la facturation, le service client, l'équilibrage entre la production et la consommation, tout ça est centralisé aujourd'hui. C'est une bonne chose parce que ça permet aussi aux coopératives locales de bénéficier tout de suite de l'ensemble de ces services. C'est beaucoup plus efficace aujourd'hui dans la manière dont fonctionne le réseau. Et c'est de toute manière aussi un moyen plus efficace et plus économique de fonctionner. Donc aujourd'hui, quand vous êtes client d'Enercop, vous êtes client d'Enercop National, cette coopérative historique. Et quand vous êtes sociétaire, vous êtes sociétaire de l'une de vos coopératives locales et ou d'Enercop National. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à l'échelle d'Enercop National, il y a une coordination des actions de communication, de plaidoyer, de partenariat. Même s'il y a effectivement ce genre de poste en local, il est vraiment adapté aux problématiques locales. La coordination, on va dire, de tout ça, on va dire que ça s'est travaillé vraiment de manière à l'échelle d'Enercop National. Et enfin, vous avez les métiers des coopératives locales qui sont aussi portés par Enercop National, donc comme le commercial, le développement de projets de production, l'animation de la vie coopérative. Enercop National porte ces métiers pour des territoires où il n'y a pas de coopérative locale, ce qu'on appelle chez nous des territoires non couverts. C'est par exemple le cas de la région Centre ou encore des régions historiques Limousin et Poitou-Charentes,
en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure sur cette ambition de passer à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Enfin, Enercop joue un rôle de tête de réseau, c'est-à-dire que aujourd'hui, elle pilote quand même cet essaimage, elle implique les coopératives, les coopératives locales dans ce pilotage, et c'est elle qui a un pilotage stratégique du déploiement du projet Enercop sur les territoires. On en reparlera également, mais on est vraiment dans cette logique d'essaimage, de tête de réseau, qui impulse des chantiers en fait participatifs avec les autres coopératives pour faire évoluer ce réseau et le rendre de plus en plus décentralisé et donner de plus en plus de pouvoir au territoire. On va maintenant aborder les missions des coopératives locales. Aujourd'hui, il y a 10 coopératives locales qui se sont ajoutées à la coopérative historique Enercop nationale. Donc, parmi elles, coopérative Enercop Languedoc-Roussillon et coopérative Enercop Aquitaine, qui animent ce webinaire ce soir. Chaque coopérative est indépendante, elle possède ses propres statuts juridiques, son propre capital social, son propre sociétariat, ainsi que son propre conseil d'administration. Donc, également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a son propre modèle économique. On va le voir par la suite. On n'a pas forcément toujours les mêmes services qui se développent d'une coopérative à l'autre. Il y a un tronc commun, mais selon les opportunités du territoire, le modèle économique de la structure, comment elle veut évoluer et ses compétences internes, ça peut effectivement varier d'une coopérative à l'autre. Parmi les missions des coopératives locales, il y a une qui est un peu la première, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique de notre réseau, notre fonctionnement fait que c'est un peu la première mission vers laquelle on se tourne pour se structurer, pour assurer un confort, on va dire, financier à la coopérative avant de déployer d'autres métiers. C'est celle de commercialiser l'offre d'électricité 100% renouvelable d'Enercop auprès des particuliers, professionnels et collectivités territoriales de la région où on va se trouver en tant que coopérative locale. Donc là-dessus, il y a un système d'apport d'affaires entre nous et Enercop National qu'on va vous expliquer un peu plus tard dans le webinaire. Mais c'est de toute manière aujourd'hui, à partir de la fourniture d'électricité, qu'Enercop va aussi développer plein d'autres services et investir dans d'autres projets que juste une simple activité de fournisseur. On va le voir, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Mais aujourd'hui, il y a effectivement des commerciaux qui sont un petit peu partout répartis en France pour travailler avec ces différents publics et les accompagner dans leur changement de fournisseur, dans leurs emménagements, dans leur envie de changer le modèle énergétique à travers leur facture d'électricité. Une autre des missions qui est peut-être un peu moins connue à ce sujet, nous on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps qui sera accessible dans l'espace Assemblée Générale lorsqu'on vous enverra les convocations et qu'on enverra à toutes les personnes, tous les sociétaires qui se sont inscrits à ce webinaire, qui donc s'est déjà déroulé. Aujourd'hui, parmi les missions des coopératives locales, toutes ne le font pas, mais ça se fait de plus en plus, c'est développer, accompagner de nouveaux projets de production d'énergie renouvelable sur le territoire où l'on se trouve, en coopération avec les collectivités locales et les citoyens. Donc là-dessus, c'est plutôt des activités type bureau d'études pour accompagner des porteurs de projets existants, faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ou bien on peut aussi faire de l'investissement avec notre propre capital et développer des projets en propre. Les deux existent, on peut faire les deux. Vous avez l'exemple de Enercop Midi-Pyrénées qui aujourd'hui fait tout de A à Z, a investi du capital avec ses sociétaires dans 10 centrales photovoltaïques qui vont appartenir à la coopérative et qui vendront de l'électricité à Enercop. Mais vous avez notamment Enercop Aquitaine ou Enercop Languedoc-Roussillon qui eux proposent plutôt des services d'accompagnement ou font les deux et donc vont proposer à des collectivités, des entreprises ou des collectifs de citoyens de les aider à monter leur projet, de faire un vrai accompagnement technique tout en pouvant potentiellement à la fin envisager un contrat d'achat de la production finale, c'est quand même ce qui est le plus souhaitable avec ces porteurs de projets. Donc ça nous amène à la troisième mission, qui est l'approvisionnement, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire le fait d'approvisionner cette offre d'électricité avec des producteurs existants. Donc là, c'est simplement prospecter et contractualiser avec des producteurs et des productrices d'énergie renouvelable qui sont basés sur la région et les associer donc à notre gouvernance, puisqu'ils deviendront sociétaires de la coopérative et bénéficieront d'une politique d'achat d'une coopérative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Enercop et ses coopératives locales achètent de l'électricité à des producteurs à un tarif de marché, à un tarif parfois plus avantageux en fonction des valeurs portées par le projet. Donc tout ça, c'est un autre sujet, mais si vous
vous regarderez le webinaire production qu'on a fait, vous en saurez un petit peu plus. Et vous avez également sur notre site une page qui explique notre politique d'approvisionnement, qui est vraiment bien faite et que je vous invite à aller consulter pour en savoir plus à ce sujet. Enfin, tout ce qui va concerner la vie coopérative et l'animation démocratique de notre projet, eh ben, elle se fait aussi à l'échelle locale. Ça se fait aussi partie de nos missions. Donc, de pouvoir mettre en place des dispositifs de montée en compétences des sociétaires, de prise de décision, d'espace d'expression. Et vous le verrez, tout ça nourrit le réseau, même si ça se passe à l'échelle locale, on va en parler après. Et également la promotion des énergies renouvelables sur le territoire, citoyenne notamment, c'est-à-dire où vous avez une participation au capital des habitants, des collectivités. Donc ça aussi, on a aussi ce rôle-là un peu de plaidoyer, de faire la promotion d'un autre modèle de transition énergétique qui soit vraiment aussi à contre-courant de ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, qui est dans une logique de croissance verte, de développement de gros projets, quoi. On se fait aussi porte-parole de cette tendance-là qui est assez opposée à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui comme tendance dans la transition énergétique. Au-delà de ça, il y a aussi une activité qui est assez développée et qui est portée par les énercop locales, c'est d'accompagner particuliers, professionnels et collectivités dans la réduction de leur consommation d'électricité, soit à travers de la formation, soit à travers des audits énergétiques pour les professionnels notamment. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de la demande en énergie. Ça, c'est pareil, toutes les coopératives ne le font pas forcément. Il y a aussi d'autres types d'actions, de missions qui peuvent être menées par des coopératives locales. Il y a des actions de formation. Donc, c'est aussi le cas pour Enercop Languedoc-Roussillon. Alors, Enercop Aquitaine aussi, on fait des choses, parce qu'il y a des sociétaires d'Enercop Aquitaine, on fait aussi voilà, tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Mais la formation, c'est assez spécifique. C'est assez bien développé aussi du côté de Montpellier. C'est accompagner des élus, accompagner aussi, intervenir en université, former des fonctionnaires de la fonction publique qui sont sur des problématiques de transition énergétique. Et après, vous avez d'autres métiers qu'on porte collectivement, la communication, le plaidoyer, les partenariats, etc. Voilà. Chaque coopérative, on va dire, a un tronc commun d'action et après, en fonction des opportunités locales, des besoins d'un territoire, elle va développer d'autres choses. J'étais un peu longue. Est-ce que vous voulez compléter ou s'il y avait des questions ? Il y a plein de questions, du coup, je propose de les prendre et je pense que Rosé, tu vas pouvoir continuer à nous aider. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, il y avait une question de clarification, je pense, sur ce que tu disais, Flora ou Mathilde, sur la raison pour laquelle chaque client n'est pas sociétaire. Ensuite, il y avait une question sur les projets de production et est-ce que c'est déjà acté dans toutes les coopératives locales? Est-ce que toutes les coopératives locales font de l'accompagnement? Donc, je peux peut-être déjà laisser Mathilde ou Flora répondre sur la partie client, sociétaire, pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas tout le monde à être sociétaire? Et puis, sur l'accompagnement de projets de prod aussi, peut-être. Vas-y, Flora, si tu veux Oui, que moi je je fais veux la bien première. prendre la première. L'idée, c'est que devenir sociétaire, c'est prendre une part sociale au moins, donc de 100 euros. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut prendre une part sociale. Donc, oui, on cherche plus de coopérateurs. Nous, on dit sociétaire, mais c'est la même chose parce que c'est important et pour notre capital social et parce que ça veut dire que plus de gens veulent s'impliquer dans la transition énergétique et veulent s'impliquer peut-être dans notre gouvernance ou dans notre développement, etc. Donc, nous, plus il y a de sociétaires, plus ça nous rend fort dans notre projet politique. L'idée de dire que ce n'était pas obligatoire pour tous les consommateurs, c'était de pouvoir leur laisser le choix en disant c'est vraiment un acte volontaire et on ne veut pas que ce soit un frein au fait de passer chez Enercop. Je pense que c'est comme ça que ça a été pensé. Même s'il y a des avantages effectivement à devenir sociétaire quand on est client. Et pour la deuxième question, Lucie, tu veux reprendre Sur la question de savoir est-ce que toutes les COP locales font de l'accompagnement de projets de prod, je pense pas. C'est encore. Je te laisse répondre peut-être là-dessus.
Oui, oui. Non, toutes les coopératives locales ne proposent pas encore des prestations, notamment d'accompagnement pour des projets de production. Par contre, on a à l'échelle du réseau un comité de production, c'est-à-dire un groupe de salariés et administrateurs qui travaillent en fait à développer ces services et à les rendre mutualisés, c'est-à-dire à permettre à toutes les coopératives de pouvoir le faire, parce qu'il y a une vraie attente sur ça. Mais aujourd'hui, en fonction effectivement de l'ancienneté de la coopérative, de ses compétences internes et puis aussi de où est-ce qu'elle en est dans son développement, c'est pas forcément encore proposé. Mais c'est amené à se généraliser. En tout cas, il y a une vraie volonté politique à ce que la production, l'accompagnement se développe au sein du réseau. Et du coup, il y a une question spéciale Rosset en Languedoc. Est-ce que les projets peuvent être déposés par des particuliers, par exemple des panneaux solaires sur mon toit? Et si oui, quelle relation de la COP Languedoc-Roussillon avec énergétique au vegan? Vigan, je ne sais pas Le comment on dit. Vigan, Lucie, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi Flora. En fait, les projets peuvent être portés aussi bien par des particuliers que par des collectivités, que par des collectifs de citoyens. Et c'est un peu le cas de ce que vous amenez au Vigan, mais il y en a plein d'autres collectifs citoyens partout en France qui sont souvent rassemblés autour de énergie partagée ou alors accompagnés en local par différents types de structures. En Occitanie, c'est énergie citoyenne locale et renouvelable, Éclair, mais il y a pas mal d'énergie partagée associations un peu partout en France qui accompagnent les porteurs des projets collectifs à mener à bien les projets. Donc, voilà, à titre particulier, on peut faire tout seul et on peut aller plus vite. En collectif, on peut faire à nombreux. Ça prend un peu plus de temps, mais on peut aller plus loin et on peut faire des choses bien plus sympas. Et puis, on peut aussi mettre à disposition nos toitures à des collectifs citoyens locaux si jamais on n'a pas la capacité d'investir en propre. Et où on peut aller investir dans des projets portés par des citoyens ou alors par des collectivités, ou alors prendre de part de capital auprès d'énergie partagée investissement, par exemple, si on veut soutenir le développement de de la transition énergétique citoyenne, même si on ne peut pas, chez nous, mettre en place quelque chose, quoi. Donc, il y a maintes façons de s'approprier et de participer à cette transition-là, quoi. Et là-dessus, pour compléter ce que tu dis, Rossé, là, donc, on parle à des sociétaires aquitains, peut-être néo-aquitains, parce que voilà, la région a évolué, et puis Languedoc-Roussillon. Vous avez sur ces deux régions, donc Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, deux associations qui sont des réseaux qui fédèrent et qui accompagnent des porteurs de projets citoyens, donc qui développent des projets d'énergie renouvelable via de l'investissement citoyen en collectif et aussi avec des collectivités locales. Ces associations-là, donc Sirena en Nouvelle-Aquitaine et Éclair en Occitanie, ce sont deux associations qui sont nées aussi des coopératives locales. On va dire qu'on on les a couvées et on leur a permis de devenir des associations autonomes et indépendantes avec lesquelles maintenant on travaille en complémentarité pour accompagner des projets citoyens comme Rossé vient de vous décrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais passer à la suite. Il y avait une question. Recevez-vous des aides pour la promotion des ENR et les actions de MDE? Alors, sur les actions de... Je ne sais pas si Mathilde, tu as des éléments là-dessus. MDE pour maîtrise de Maîtrise de la l'énergie. demande en énergie. Ouais. Maîtrise de la demande en énergie. À l'échelle des coopératives locales, on n'a pas reçu d'aide, si ce n'est, nous, en Aquitaine, par exemple, on a reçu des subventions il y a plusieurs années pour monter justement l'association Sirena. Donc, c'est pour ça qu'aussi le projet Sirena, qui était incubé par Enercop Aquitaine, est ensuite devenu une association qui, maintenant, elle, touche ses aides et ses subventions pour mener sa mission. Maintenant, Enercop Aquitaine ne touche plus du tout d'aide publique, que ce soit voilà, de la subvention ou autre. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau d'Enercop Languedoc-Roussillon. Je ne crois pas que ce soit le cas non plus, mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, nous, en Aquitaine, nous, on ne touche pas d'aide publique pour de la maîtrise de la demande d'énergie ou des actions de production. Nous, à l'échelle de l'Enercop nationale, alors je ne suis pas la spécialiste du tout de ces sujets-là. Je ne sais pas si on a des collègues dans la salle virtuelle sur ce sujet, mais on a le dispositif quand même des certificats d'économie d'énergie qui permettent de valoriser les dispositifs d'aide à la maîtrise de la demande en énergie, mais je ne connais pas spécifiquement le fonctionnement. Donc voilà, je ne sais pas, Flora, si toi tu veux rajouter sur cet aspect-là, sur les C2E, tu ne...
Non, non, je ne serais pas capable d'être suffisamment sûre de ce que j'avancerais. José, Ouais, Rossé, ouais. Ah, vas-y. en 2 mots, du coup, depuis quelques temps, mais ça date d'il y a peu, on est devenu un acteur dit obligé, comme n'importe quel type de fournisseur d'énergie, même si nous, on propose une offre 100% verte et locale, d'origine renouvelable. Et au même titre que Leclerc, que, bon, pour ne pas citer du Carrefour, EDF, Engie, n'importe quel fournisseur, que ce soit électricité, de gaz, d'essence, diesel et autres, et à partir d'un certain volume d'énergie fourni à des consommateurs, on est obligé de mener des actions pour accompagner les gens, les utilisateurs, les usagers, à réduire leur consommation. Et c'est ça les fameux dispositifs C2E, certificat d'économie d'énergie. On avait démarré la valorisation de ces certificats-là, même avant la phase où on devenait acteur obligé. Mais notre croissance a fait qu'on est devenu acteur obligé plus vite qu'attendu. Et aujourd'hui, du coup, si vous allez sur nos sites internet, vous allez voir un peu comment aujourd'hui on fait vivre ces dispositifs-là sur une plateforme Rénov' Énergie et auprès d'un acteur Enercert, quoi. Ou du coup, si on arrive avec le code Enercop, comme quoi on est client sociétaire Enercop, on peut avoir même en valorisation de nos certificats d'économie énergie un petit peu plus que si on n'était pas Enercopien, quoi. Voilà, en 2 mots. Merci Rossé. Je vous propose qu'on avance parce que je vois l'heure qui tourne. Et s'il y a d'autres questions sur ces sujets-là, on les reprendra à la fin. Il n'y a pas de souci, on a un temps prévu. Alors, maintenant, on rentre un peu dans le dur parce qu'on va vous parler de comment maintenant on travaille tous ensemble. Un petit topo sur l'organisation du réseau. Là, ce qui est affiché sur la slide, en fait, c'est quelque chose qui a été validé par toutes les assemblées générales des coopératives Enercop en 2017. C'était pour acter en fait un fonctionnement en réseau, des bases et des principes politiques et aussi éthiques par rapport à comment on travaille ensemble. Donc là-dessus, vous avez le réseau Enercop, donc comme on l'a dit, qu'aujourd'hui est composé de 10 coopératives locales et d'une coopérative historique. Là-dessus, on a acté en fait à ce moment-là tout ce qu'on vient en fait de vous présenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coopératives locales, elles portent certains métiers sur leur territoire, commercialisation de l'offre d'électricité, développement de projets de production, services énergétiques, vie coopérative locale, et elles peuvent, comme on le disait, développer des actions complémentaires et spécifiques. C'est un résumé en fait de ce qu'on vient de vous présenter. Et enfin, la coopérative historique, elle assure vraiment le métier de fournisseur d'électricité et en plus, elle va assurer les métiers que l'on vient de citer sur des territoires qui n'ont pas encore de coopérative locale. Enfin, on parle là dans cette petite slide de services mutualisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les coopératives locales, on est des petites équipes, alors qu'à Paris, Enercop National, vous avez bientôt une centaine de salariés. On a passé le cap des 100, je pense. Et donc, dans cette centaine de salariés, vous avez des services en fait qui sont centralisés, comme l'a expliqué Lucie tout à l'heure. Notamment tout ce qui concerne la facturation, le service client, etc. Donc, ça fait du monde. Mais il faut savoir qu'il y a un vrai appui en fait, de la part de la coopérative historique envers les Enercop locales et beaucoup de liens qui vont dans les deux sens, ce qu'on va voir après. Donc, ça génère une interdépendance entre les structures, donc ça fait vraiment réseau. Et on a une recherche effectivement de répartition des responsabilités et du pouvoir décisionnel. Donc, ce qu'on va vous présenter ensuite. Donc, attention schéma. Maintenant, on passe au lien donc, juridique. Là, c'est vraiment, on vous décrypte vraiment comment on fonctionne pour bien comprendre en fait, voilà, tout ce mécanisme, quoi. Et donc, au niveau des liens juridiques, cette structure historique, Enercop National, quand elle a essaimé son modèle, elle a contractualisé en fait des choses avec les Enercop locales. Aujourd'hui, Enercop National porte la marque Enercop. Donc, nous, en tant qu'Enercop local, on a un contrat de marque avec Enercop National pour pouvoir s'appeler Enercop Aquitaine et Enercop Languedoc-Roussillon et s'engager à porter les valeurs du projet Enercop à l'échelle locale et à les faire vivre. Ça vaut également pour l'aspect fourniture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Enercop National est le fournisseur d'électricité. Il porte cet agrément de fourniture d'électricité. Les coopératives Enercop Aquitaine et Enercop Languedoc-Roussillon ne sont pas des fournisseurs d'électricité. Et là, on pourrait se dire,
scandale, mais en fait, pas du tout. Parce que ces coopératives locales, on a des missions, comme vous l'avez vu, qui sont très complémentaires et qui font vivre en fait le projet à l'échelle locale. Et c'est plus sûr, plus pratique et plus logique en fait de faire porter cet agrément à une seule structure qui, pour autant, est renforcée par ce réseau, quoi. Là-dessus, on pourra en rediscuter si vous avez des questions. Et ça se traduit comment contractuellement? C'est qu'on a un contrat d'apport d'affaires, nous, avec Enercop National. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une coopérative locale voit le jour, pour se lancer, elle va faire quelque chose qui est bien rodé aujourd'hui chez Enercop. Elle va commercialiser les contrats d'électricité. C'est la première mission qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et pour chaque KVA signé, donc là on parle des puissances, c'est un mode de calcul qui est vraiment atypique sur le marché de l'énergie. Souvent on calcule tout avec la consommation en quantitatif en kilowattheure. Nous on pense avec la puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes venu chez Enercop en Languedoc-Roussillon, en Aquitaine, avec un compteur qui était de 6 kVA par exemple, donc la puissance sur votre compteur, vous avez en fait votre coopérative locale qui a touché 12 € par KVA qu'elle vous a fait signer. Alors là-dessus, nous, on le fait si vous voulez. C'est un mode de rémunération pour nous qui va être complémentaire d'autres modes de rémunération. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous payez vos factures d'électricité une fois que vous êtes client, ces factures, elles vont à Enercop National. Et ensuite, elles sont donc redistribuées à l'échelle du réseau via ce système d'apport d'affaires. Et elles permettent donc à l'ensemble des coopératives de vivre et de mener d'autres actions, pour essayer de faire simple. Est-ce que vous avez des remarques complémentaires, Flora et Lucie, là-dessus? Non, mais il y a une question. Quelqu'un qui demande si c'est comme une franchise. C'est pas une franchise. En tout cas, c'est pas du tout contractualisé comme une franchise. Aujourd'hui, quand les coopératives locales voient le jour, elles sont d'abord des associations de préfiguration. Elles lèvent un certain montant de capital avec leurs sociétaires et ensuite elles décident de devenir des coopératives Enercop. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait, en tout cas non, c'est pas du tout un système de franchise, c'est plutôt un engagement contractuel qui est différent, quoi. Mais c'est pas une franchise. Je saurais pas le définir autrement, je le comparais à autre chose, tellement ça me semble incomparable aussi, mais... Ouais, globalement, je pense que c'est assez incomparable. Enfin, nous, on est régulièrement au sein des NERCOP du réseau, confrontés au fait qu'on est les seuls à avoir ces modèles-là de liens entre les structures, ce réseau qui juridiquement est pas, enfin, il y a personne d'autre en fait qui a déjà abordé ce type de fonctionnement. Donc, c'est un peu un challenge au quotidien de trouver des solutions pour faire vivre ce système auquel je pense on croit fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Sachant que les autres parties vont éclairer aussi. Il y a une question sur le chat de Denis. Est-ce que les gains et les pertes sont répartis entre EN et les EL et comment? Aujourd'hui, est-ce que tu veux répondre là-dessus, Lucie, sur Enercop National? Alors, déjà, peut-être, il faut remettre dans le contexte. On est en plein travail sur justement repenser cette répartition des gains et des pertes dans le réseau. Aujourd'hui, je pense que cette répartition, elle se fait. Alors, je ne sais pas si tu peux remettre les liens financiers, Mathilde, que tu avais mis avant. Ils sont plutôt après, les liens financiers. Ils sont plutôt non, après. tu as raison. Du coup, on les verra. Non, mais du coup, on les verra. On les verra après. Mais ça passe à la fois par une rémunération à l'apport d'affaires et par une rémunération à la participation à différentes activités du réseau. Mais du coup, Mathilde, je te laisse avancer. Et si on n'a toujours pas répondu à votre question, on pourra compléter. Ouais, ça va répondre en fait à ça. Justement, alors il n'y a pas de schéma cette fois-ci. On l'avait fait par points. Mais alors, pour petit lexique, EN, c'est Enercop National, EL, c'est Enercop Local, et ETP, c'est équivalent temps plein. Donc là, on parle de temps de travail, ressources humaines. Donc, sur les liens économiques et financiers, il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, il y a ce système d'apport d'affaires dont vient de parler Lucie. C'est-à-dire que selon, alors c'est pas selon le nombre de clients comme c'est écrit, mais c'est selon la puissance, on va dire, souscrite par une coopérative locale sur son territoire qu'elle est rémunérée par Enercop National. Donc ça va que dans un sens, c'est comme ça. Et ensuite, il n'y a pas de redevabilité autre concernant les Enercop locales par rapport à Enercop National, si ce n'est qu'elle s'engage quand même sur des objectifs commerciaux,
puisqu'on a aussi cet apport d'équilibre, consommation, production, et puis aussi avoir besoin de visibilité sur comment va évoluer le réseau, qui fait qu'on doit s'engager quand même sur des objectifs commerciaux à l'échelle locale et aussi à l'échelle nationale. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui du temps de travail en local qui est pris en charge par Enercoop National. Typiquement, l'approvisionnement, la recherche de producteurs, c'est un temps de travail qui est totalement rémunéré par Enercoop National. Donc là-dessus, il y a des enveloppes qui sont mises à disposition des Enercoop locales pour aller recruter des personnes qui vont faire ce métier de prospection de producteurs et de contractualisation avec des producteurs locaux. Et ces gens-là travaillent ensemble à l'échelle du réseau. Ensuite, vous avez Enercoop National qui met à disposition des Enercoop locales une enveloppe budgétaire pour supporter d'autres missions, que ce soit du partenariat, de l'animation de la vie coopérative, des projets d'envergure. Alors, par projet d'envergure, on est plutôt sur des partenariats et puis des outils informatiques qu'on va mutualiser. Typiquement, si vous êtes peut-être, vous le verrez à la rentrée, on vous fait un peu d'avant-première, mais il y a une plateforme qui va s'appeler Le Village, qui a un espace pour que les sociétaires puissent échanger avec nous tout au long de l'année et entre eux, qui va vraiment être un outil, on espère, clé de la vie coopérative au-delà des temps de rencontre qu'on fera tout au long de l'année avec vous. Ça, typiquement, c'est pris en charge par Enercoop National. Il y a du temps humain en Enercoop local qui est donné pour faire vivre cette plateforme, mais c'est des choses qu'on mutualise. Donc là-dessus, il y a une solidarité, on va dire, quand même économique entre nous. Et puis au-delà de ça, vous avez aussi des liens financiers, plutôt de l'ordre du capital, c'est-à-dire qu'Enercoop National est sociétaire de toutes les coopératives locales, a des parts au capital, peut en reprendre aussi. Et les Enercoop locales aussi sont sociétaires d'Enercoop National et certaines années peuvent aussi reprendre des parts pour venir renforcer le capital d'Enercoop National. Ça aussi, c'est une forme de solidarité entre nous. Et puis on a également aussi des Enercoop locales qui sont sociétaires d'autres Enercoop locales, et là ça commence à s'entrecroiser beaucoup. Et vous avez aussi des coopératives qui font des emprunts auprès d'autres ou qui, on va dire, prêtent de l'argent. Il y a des prêts entre coopératives. Donc là-dessus, quand on parle de pertes, par exemple, on peut le dire, Enercoop National a eu des moments de croissance un peu durs pour passer le cap. Et il y a une solidarité réseau qui s'est mise en place, où vous avez les Enercoop locales qui ont fait des prêts qui, elle, était plutôt en bonne santé économique parce que petite structure, parce que aussi, aujourd'hui, on a un modèle qui n'est pas figé, mais qui fait qu'aujourd'hui, le risque est quand même du métier fournisseur, il est porté par Enercoop National. Les coopératives locales, elles ont fait des prêts que vous pouvez retrouver dans les rapports d'activité de vos structures. Elles ont fait des prêts de plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros selon leurs moyens. Ça, c'est acté dans des instances qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et ça, typiquement, c'est de la solidarité entre nous quand il y a de la perte ou quand il y a du gain. Et enfin, on peut faire des investissements communs. Par exemple, il y a un projet de production sur le territoire aquitain qui voit le jour. On investit dedans, nous, la coopérative Enercoop Aquitaine. Enercoop National peut également décider d'investir dedans si derrière, il y a aussi un intérêt, un enjeu, une reconnaissance du projet. Ça, c'est d'autres liens qui existent. Est-ce que là-dessus, il y a des questions ? Je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok. Et donc, ça nous amène en fait à la phase politique et opérationnelle. Donc déjà, politique. Tout ça s'organise comment ? Vous avez Enercoop National qui a son propre conseil d'administration, où dedans, il y a des Enercoop locales. Donc là, on vous en a mis 3, mais il faut bien imaginer qu'il y en a 10, qui siègent au sein de ce conseil d'administration. Il y a 3 sièges pour les Enercoop locales, aux côtés des consommateurs, des producteurs, des salariés, des Enercoop National. Vous avez aussi des Enercoop locales. Alors juste, Mathilde, c'est 4, c'est pas 3. C'est 4, excuse-moi. C'est assez récent, donc je ne le maîtrisais pas parfaitement. Excusez-moi. Et donc, ces Enercoop locales et leurs CA, eux-mêmes, vont avoir des instances vraiment dédiées à l'action régionale. Vous avez récemment ce qu'on appelle le réseau des Enercoop locales qui a vu le jour. Pour les intimes, on appelle ça le REL. Donc on trouve nos petites abréviations entre nous. Ce sont des représentants en fait, des conseils d'administration ou des présidents de CA ou présidentes qui se réunissent et qui, là, on est vraiment sur une instance purement politique, quoi. Et qui est vraiment animée uniquement par des Enercoop locales.
Donc, ça permet aussi d'avoir, on va dire, une vision du projet purement décentralisée et territorialisée. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'intercop, qui là mêle l'opérationnel et le politique. Vous avez des représentants de CA ou des présidents de CA qui vont fixer des orientations stratégiques fortes à l'échelle du réseau avec les directeurs et directrices des coopératives locales et de la coopérative Enercop nationale. Donc, on a deux instances, on va dire réseau, une instance purement politique et régionale et une instance réseau qui mêle l'opérationnel et le politique. Et vous avez des croisements entre les CA qui se font. Parce qu'à l'inverse, Enercop national peut aussi avoir une place au sein d'un CA d'Enercop local. Ça a été beaucoup le cas au démarrage des coopératives. Et petit à petit, Enercop national peut en sortir ou y rester. Par exemple, nous en Aquitaine, on n'a plus du tout Enercop national au CA. Ils sont toujours sociétaires, mais ils ne sont pas au CA. Et en dessous, vous avez deux documents, on va dire, vraiment fondateurs. C'est notre Bible réseau. Vous avez la charte réseau qui vraiment pose les intentions, les valeurs, les principes politiques d'Enercop. Alors, on vous l'enverra par mail quand on vous enverra l'enregistrement du webinaire. Vous pourrez le retrouver si vous ne l'avez pas déjà lu. Et ça, en fait, dès qu'on devient une coopérative Enercop, on signe cette charte et on accepte de la respecter et on la fait vivre. Et plus récemment, vous avez ce qu'on appelle le plan stratégique réseau, qui vraiment fait écho à ce qu'a expliqué Lucie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau Enercop, il a 15 ans. Enercop a 15 ans cette année. Donc, on pose aussi pas mal de choses. On a grandi assez vite ces dernières années, donc on se pose un peu sur comment on fonctionne et comment on s'organise. Et ce plan stratégique, en fait, réseau, on va vous envoyer aussi la synthèse qui a été faite. C'est un document qui aujourd'hui est diffusé, qui explique comment on compte faire évoluer le réseau aussi dans les prochaines années. Et pour info, ce plan stratégique réseau, il a été décliné par chaque coopérative locale, ou du moins c'est en cours pour certaines et pas pour d'autres qui l'ont déjà fait, en un plan stratégique local. Parce que, comme je vous l'avais vu, on a aussi des missions qui nous sont propres et qu'on fait vivre indépendamment du réseau. Donc ça, c'est pour les liens politiques. Je vais enchaîner avec les liens opérationnels parce qu'il est déjà 30. Et après, on pourra prendre un petit temps de questions-réponses pour terminer. Au niveau des liens opérationnels, il y a deux grosses instances qu'il faut imaginer. C'est-à-dire que nous, en tant que salariés, si on n'est pas administrateur, on est uniquement salarié, donc on est sur le terrain. Comment ça se passe pour travailler en réseau ? Au niveau des directions des Enercop, donc c'est-à-dire que vous avez des directeurs métiers à Enercop national parce que c'est une structure, comme je vous le disais, qui est assez importante, et vous avez des directeurs de coopératives locales qui ensemble se réunissent une fois par semaine au sein de ce qu'on appelle le CODIR réseau. C'est une commission de direction qui réunit toutes les personnes qui sont à des postes de direction dans le réseau. Ou des personnes qui ont parfois été élues par les salariés pour aller représenter leur structure, puisque vous avez des coopératives, notamment Enercop Aquitaine, qui fonctionnent sur des principes de gouvernance horizontale et donc n'ont pas de directeur général au sens où on a l'habitude de l'entendre. Ça, c'est une petite aparté. Et vous avez également les commissions métiers, où là, vous avez par exemple les chargés de vie coopérative ou les chargés de production, de projets de production qui vont se réunir dans des instances avec des temporalités qui leur sont propres. Et là, l'idée, c'est d'avoir une harmonie en fait dans nos actions tout simplement, et puis de pouvoir mettre en place des actions à fort impact parce que portées à l'échelle du réseau. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je vais me remettre dessus. Et du coup, s'il y a des questions, j'étais un peu rapide sur la fin, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas pour qu'on reprenne tout ça. Alors, tout à fait. Il y a une question. Concrètement, je suis client en Nouvelle-Aquitaine. Quand je paye ma facture, l'argent va-t-il à l'EL ou à l'EN ? Alors, si vous êtes client en fait d'Enercop, peu importe le territoire où vous êtes, vos factures, elles vont financer Enercop national, le fournisseur d'électricité. Pour autant, votre coopérative locale, d'une certaine manière, elle va quand même en profiter, entre guillemets, puisque tout ce qu'on vient de vous expliquer, l'apport d'affaires, les mises à disposition d'enveloppes pour le réseau, tout ça, c'est aussi grâce aux factures, grâce au capital qu'on peut aussi le mettre en place. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand vous réglez votre facture, vous la réglez à Enercop national. Peu importe que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine, peu importe où vous êtes. Et ensuite, c'est votre part sociale qui, elle, par contre, peut être fléchée vers une coopérative locale. Ok.
Alors, on a une question de Georges, que je salue, un de nos sociétaires actifs à La Bonjour Rochelle, Georges. qui demande comment sont calculés les ETP pour les EL. Alors, si je comprends bien ta question, puisque tout à l'heure, Mathilde, tu disais que, en gros, les EL avaient une rémunération à l'apport d'affaires et que EN pouvait payer des équivalents temps plein. Et du coup, je pense que la question de Georges, c'est en gros comment est-ce qu'on calcule ces équivalents temps plein? Qu'est-ce qui justifie que N paye un équivalent temps plein en région? Alors, J'imagine ouais. que c'est ça. Bah, aujourd'hui, en fait, ce modèle-là, donc c'est-à-dire que Enercop National rémunère des salariés, ou du moins une partie du salaire d'un salarié d'Enercop local, bah, ça se fait surtout sur les profils de chargés d'approvisionnement, c'est-à-dire les personnes qui vont... je ne sais pas si c'est moi qui fais du vent, mais il y a du vent, il y a un bruit de vent. Pardon, Lucie, merci. Il y a ces salaires-là, en fait, ils vont être en partie payés effectivement par Enercop National parce que c'est une mission qui est portée par Enercop National, la recherche de producteurs et la contractualisation. C'est un cas un peu particulier, mais en fait, sur ce profil-là, effectivement, c'est Enercop National qui rémunère une partie d'un salaire Enercop local. Ensuite, pour tous les autres métiers, c'est les Enercop locales qui font leurs offres d'emploi, qui calculent les ETP qu'elles vont pouvoir financer d'une année sur l'autre, et en fonction de leur stratégie, vont répartir ces ETP sur tel type de poste, tel type de métier, etc. Et là, c'est vraiment la coopérative locale qui rémunère son salarié. Typiquement, moi, je suis salariée d'Enercop Aquitaine. Enercop National ne me rémunère pas du tout mon salaire, en tout cas directement, quoi. Mon employeur, c'est Enercop Aquitaine. À l'inverse, Rosset, que vous avez entendu, il a une partie de ses missions qui sont sur la recherche de producteurs, sur l'approvisionnement. Et donc, une partie de son salaire est rémunérée par Enercop National. Pour autant, pour des raisons de simplicité, il est salarié d'Enercop Languedoc-Roussillon, mais Enercop Languedoc-Roussillon touche une enveloppe d'Enercop National pour rémunérer une partie des ETP, donc des équivalents temps plein de Rosset, dédiés à l'approvisionnement. Voilà, j'ai dit. Il y avait une question sur les gouvernances différentes entre EN et EN. Est-ce qu'on a des gouvernances différentes? Alors effectivement, ça je peux répondre. On ne fonctionne pas du tout pareil, même d'une EL à l'autre, entre EN et les EL. On a une base quand même commune, je pense, en termes de philosophie. Au niveau de gouvernance partagée, on essaye plus ou moins, selon les coopératives, de mettre en œuvre ces principes-là. Mais on a des fonctionnements internes et des gouvernances internes assez différents. Après, je crois que chaque EL a en gros un conseil d'administration, un ou une présidente. Peut-être qu'il y en a qui ont des coprésidences, mais je ne suis pas sûre. Mais globalement, à part ces quelques traits communs, on fonctionne chacun assez différemment. Certains ont des cercles de réflexion incluant d'autres membres du conseil d'administration. C'est vraiment Je veux bien prendre la suite. de chacun. Vas-y. Effectivement, si tu regardes à la loupe, il y a des différences, mais moi je dirais quand même qu'on a vraiment une base commune dans le sens où on est toutes les coopératives sont des SIC, donc avec un projet de coopérative avec multi-parties prenantes, c'est-à-dire qu'on a tous à peu près les mêmes catégories de sociétaires, même si ça ne se recoupe pas complètement, mais on a des collectivités, des salariés, des consommateurs, des producteurs, des partenaires, etc. Donc il y a vraiment cette même architecture. Et sur ces sociétaires, effectivement, il y a une élection de CA, etc. Après, effectivement, si on regarde plus dans le détail, et puis aussi parce que c'est un problème de gouvernance qui peut dire plein de choses différentes. Donc, voilà, si on regarde juste la gouvernance statutaire, on est quand même assez proche. Et après, si on regarde de la gouvernance plus au niveau opérationnel et interne, il y en a qui vont aller vers plus d'holacratie, etc. Mais ça, pour moi, c'est un peu un autre sujet. Et du coup, il y a la question au-delà de la croissance du nombre de sociétaires et de clients, quelles sont les perspectives et projets de développement? Là-dessus, je pense qu'on peut renvoyer assez facilement à notre plan stratégique réseau dont tu parlais, Mathilde, là, qu'on pourra effectivement vous renvoyer. Je dirais que dans les grandes perspectives à venir,
On a dans les tuyaux un projet de développement de la production en propre qui est en bonne voie d'être quand même bien développé. On a donc toutes les perspectives d'essaimage en Île-de-France, en Centre-Val de Loire et en Bourgogne. On a là qui se lance, je ne sais pas, vous avez dû recevoir un mail il n'y a pas très longtemps, un chantier sur notre différenciation, sur comment Enercop arrive à se différencier de ces nombreux concurrents qui arrivent sur le marché tous les jours, et qui doit nous permettre aussi pour les prochaines années de prioriser nos actions, où il est question de plus d'éléments sur l'aide à la maîtrise de l'énergie, ou alors de plutôt s'orienter vers des offres locales. Enfin bon, on a plein de projets lancés. Et Flora vous a mis dans le chat le lien vers notre plan stratégique réseau, qui vous donnera quand même les grandes lignes de notre voilà, de ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Mathilde, je ne sais pas si peut-être au niveau plus local, tu veux compléter? Oui, en fait, c'est ce qu'on disait, hein, que ce plan stratégique réseau, il se décline à l'échelle locale. Typiquement, nous, en Aquitaine, pour les sociétaires de notre territoire qui sont là, ça passe par effectivement un gros développement des métiers production, donc développement, investissement et accompagnement d'outils de production, de nouveaux outils de production. Donc là-dessus, il y a un webinaire qui a été fait il y a un mois quasiment, qui va bientôt vous être partagé, que vous pourrez revoir, où on a présenté effectivement toute cette feuille de route-là. Ça, c'est un des gros projets, et je pense que c'est le cas pour pas mal de coopératives locales, de faire une grosse montée en puissance sur ces métiers-là. Et puis également, il y a des réflexions autour de l'autoconsommation, qu'elle soit notamment l'autoconsommation collective, comment on accompagne des projets, comment on s'implique là-dedans. Et puis ça va être ensuite aussi autour de réflexions autour de l'autonomie énergétique. En tout cas, nous, en Aquitaine, on a des réflexions là-dessus, comment on accompagne nos sociétaires, que ce soit en collectif ou à l'échelle individuelle, dans des projets d'autoconsommation ou d'autonomie énergétique qui passeraient par d'autres moyens, plus autoconstruction, auto-installation. Donc là-dessus, il y a des vraies réflexions sur ça, qui sont aujourd'hui plutôt de l'ordre de la réflexion stratégique, mais on sait qu'il y a une attente là-dessus. On sait aussi que c'est de toute manière une voie à prendre dans la philosophie d'Enercop de ce que doit être la transition énergétique. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on a aussi envie de faire en parallèle d'un développement fort de la vie coopérative. Donc là aussi, nous trois, Lucie, Flora et moi, on est aussi sur des métiers où on sait qu'il y a un fort enjeu à impliquer davantage aussi les sociétaires, pour que toutes ces questions-là, elles ne soient pas pensées uniquement par des salariés très impliqués, mais quand même voilà, qui ont besoin d'autres acteurs pour bien réfléchir, et de toutes les parties prenantes, quoi. Merci Mathilde. Il y a Rosé qui nous fait un petit aparté sur le, enfin pas aparté, un petit mot sur le chat sur notre spécificité en tant que SIC. Et on a une question sur l'offre de distribution de gaz aux particuliers. Donc ça, c'est la question qui nous revient peut-être pas tous les mois, mais très régulièrement. On est aujourd'hui en pleine expérimentation sur le gaz. Et on attend encore des éléments à la fois internes, externes, notamment sur des questions de réglementation, etc., pour décider si oui ou non on lance à plus grande échelle cette offre de distribution, mais dans tous les cas, ça prendra du temps. Là-dessus, je ne sais pas si Rosé ou Mathilde, vous voulez compléter sur notre offre gaz. Il y a une expérimentation dans le Béarn, effectivement, avec Metalayou, qui est notre premier producteur de gaz. Donc, c'est un collectif d'agriculteurs avec un financement citoyen de centrales de méthanisation après chaque Navarinx. C'est effectivement dans un périmètre donné autour, il y a une commercialisation de l'offre de gaz auprès de professionnels. Donc, on est vraiment sur du test et on expérimente. Et effectivement, je complète légèrement ce que tu as dit, mais tu as tout dit, quasiment. Là-dessus aussi, hein, dans le plan stratégique réseau, il y a toute une partie sur le gaz également, sur l'offre de gaz. Mais écoute, on arrive au bout des questions. Vous avez encore 1 ou 2 minutes pour mettre vos questions de dernier moment. Et puis. Et aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, parce que c'est une première pour Enercop Aquitaine et Enercop Languedoc-Roussillon, ce webinaire.
on l'a construit, on s'est dit que c'était une bonne idée, mais là aussi, la co-construction elle est importante, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a apporté, si ça a été clair. Voilà, c'est hyper important pour nous de savoir ce que vous en avez pensé. Merci tout beaucoup. le monde. Et on peut continuer les échanges sur le village pour... ah ben non, c'est pas pour les sociétaires de Languedoc. Aïe, aïe, aïe. Soyez patients à la Soyez rentrée, on vous patients. dévoilera tout ça. On l'a lancé pour les sociétaires de NERCOP national et c'est ce que je dis d'habitude à chaque fin de webinaire. Mais ce sera le cas à la rentrée pour vous aussi.